Donc merci d'être là pour ce séminaire, donc épistémologie du dessin, concept, lecture et interprétation 19e, 21e siècle. En fait, c'est un enchâssement de deux projets aujourd'hui. Donc ce séminaire qui vient rejoindre un autre programme qui est le programme DDD, dessin EIN, dessin IN, design, fabrique médiatique de l'histoire, que je conduis donc pour le Collège de France pour la chaire de Patrick Boucheron. Ce programme est assez singulier dans la mesure où il essaye de réfléchir à la façon dont le dessin IN et le design proposent une narration et un discours contemporain de l'actuel en restituant, c'est ce qu'on essaye de faire, leurs dessins EINS, c'est-à-dire leurs enjeux conjoints ou en confrontation. Pour ce programme qui sera donc mis en ligne sur le site du Collège de France dès le mois de mai, donc tout de suite ou en tout cas demain matin, trois types de travaux que je conduis autour d'un collectif. D'une part des articles sur le sujet, anciens et nouveaux, d'autre part des workshops, discussions et rencontres, et troisièmement des performances aussi de camarades artistes associés à des discussions sur leur travail. Aujourd'hui, donc, j'installe pour la deuxième fois consécutive la séance de ce séminaire doctoral épistémologie du dessin à l'intérieur de DDD. Pour ceux qui étaient là, vous vous en souvenez, la dernière fois, j'avais invité donc mon camarade, le psychanalyste Philippe Kong, et nous avions parlé des dessins de rêve. Aujourd'hui, j'invite mon ami le peintre Gaspard Maître-Pierre donc, à discuter avec moi de son travail. Pendant les 5 dernières années, c'est toujours ainsi que j'ai procédé, c'est-à-dire une manière de carte blanche pour la dernière séance de l'année universitaire, où je reçois un camarade invité et avec lequel j'essaye de discuter et de comprendre le prologue de son travail, le premier geste, les enjeux, l'intentionnalité du travail. Alors, 2 mots de tête, si vous voulez bien, sur précisément ce séminaire, et ensuite peut-être creuser un petit peu, me semble-t-il, sur 2 bifurcations qui sont tout à fait intéressantes dans le travail de Gaspard. D'abord sur le séminaire, donc épistémologie du dessin. Je rappelle, parce que c'est important, la temporalité de ce séminaire, qu'il existe depuis 5 ans, que le résultat de ces 5 premières années sera publié avec le concours du CNRS aux éditions Atomos en septembre prochain. Que donc là, on est dans un cycle 2 qui nous permet de nous installer un tout petit peu ailleurs que le cycle premier, c'est-à-dire véritablement, après avoir posé, me semble-t-il, les prologues, les fondamentaux, nous allons un peu ailleurs et on s'échappe aussi peut-être un peu plus directement de la question du dessin pour regarder aussi ce qu'on a fait pendant 5 ans et donc pour prolonger finalement ce projet qui vise, me semble-t-il, en tout cas pour moi, essentiellement à essayer de comprendre la réputée impalpable création. C'est un séminaire, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, où je ne propose pas des définitions du dessin, ce que je trouverais assez sot, mais au sein duquel j'essaye de réfléchir à une épistémologie du dessin. Il ne s'agit pas d'utiliser un mot à la mode ou plus compliqué que celui de définition, mais bien d'avoir une démarche heuristique qui soit tout à fait différente, dans la mesure où faire de l'épistémologie, pour moi, eh bien, cela veut dire regarder la nature et la structure des concepts et des théories scientifiques. Ça veut dire aussi regarder l'objet, la portée, la signification des concepts et des théories scientifiques. Ça veut dire regarder la méthode scientifique et ça veut dire regarder les limites et la valeur de l'entreprise scientifique. Donc, dans ce travail d'épistémologie du dessin appliqué à l'objet dessin, que j'installe véritablement, bonjour Maï, en plein de ce travail, j'essaye d'identifier les conditions de production des connaissances sur le dessin, j'essaye de comprendre l'engendrement des dites connaissances sur le dessin et de comprendre la valeur des connaissances sur ce dessin, c'est-à-dire que je regarde le dessin de façon big picture, grand angle, ses identifications, ses qualifications, ses désignations. J'examine également les types de concepts qui sur lui sont portés, théoriques, applicatifs, courants, métaphysiques. Je regarde les différents types d'interprétations également qui sur lui sont livrées, qu'elles soient savantes ou vernaculaires, académiques ou populaires, érudites ou on the street. J'essaye de regarder également les lectures qui sont portées sur le dessin, sur une stance temporelle qui correspond à une contemporanéité ultra ou contemporanéité extrême, en réalité que j'installe depuis le coude des années 1880 jusqu'il y a 5 minutes, c'est-à-dire effectivement dans le très contemporain, très présent. Pour travailler, je mets sur la table 2 types d'outils, des outils théoriques et des outils pratiques. Concernant les outils théoriques, je mobilise plusieurs types
de sciences. Et ce qui me paraît intéressant, cette table transdisciplinaire, pluridisciplinaire, je mobilise l'anthropologie historique, culturelle et sociale, l'histoire de l'art, des arts culturels et du temps présent, la génétique des œuvres, la sociologie culturelle des organisations et des élites. Concernant mes outils pratiques, j'utilise des sources primaires pour déconstruire les logiques d'appareil, des sources secondaires pour lire les représentations phénoménologiques des actions et des situations, et des sources tertiaires pour entendre sous le rétexte le storytelling des acteurs, donc à la jointure du discours, de l'événement et du langage. J'utilise aussi donc un répertoire différencié pour les œuvres sur lesquelles je travaille, à la fois des œuvres patrimonialisées, c'est-à-dire sanctuarisées, légitimisées à l'intérieur du musée, qui ont une valeur tout à fait particulière. Et là, je renvoie aux travaux de Bourdieu sur la question. Mais j'avoue que ma préférence me fait aller du côté des œuvres in progress, à l'intérieur de l'atelier des artistes, pour essayer de comprendre précisément comment est-ce qu'elles surgissent, spontétiaux ou non, à l'intérieur du dit atelier. Ce qui m'intéresse dans ce séminaire, je l'ai déjà dit, c'est de pratiquer une sorte de génétique amoureuse et érotique des œuvres et pratiquer cette sorte de critique à la fois consciente et érotique. J'y reviens, cela oblige à véritablement travailler le dessin, me semble-t-il, dans deux dimensions, c'est-à-dire le dessin tel qu'il trouve une place dans la société civile et le dessin tel qu'il trouve une place dans l'orbe privé, c'est-à-dire du côté de la sensibilité. C'est-à-dire que je regarde les dessins véritablement dans une perspective d'histoire culturelle, d'histoire sociale des représentations, c'est-à-dire tel qu'il est soumis à un certain nombre de variables politiques, économiques, techniques ou sociales, tel qu'il est soumis également à l'idée de génération, au fait de faire génération, au facteur générationnel qui me paraît tout à fait déterminant, et puis au revers, à l'avers, comme on voudra. Je regarde aussi ce qui se passe du côté de la sensibilité culturelle, c'est-à-dire je regarde ce que le dessin fait au cœur, à l'âme, au corps aussi des individus, quelle place il occupe, envahi parfois dans l'imaginaire de chacun, quelle sorte de cosa mentale il fabrique à hauteur d'homme. À l'intérieur de ce séminaire, trois moments précisément, donc pour essayer d'attraper le dessin dans une totalité un peu fantasmatique, mais enfin c'est pas grave, il faut toujours mieux démarrer debout que de démarrer couché, et finalement les 5 premières années ont montré que c'était bien de faire comme ça, où j'examine les pratiques culturelles du dessin, c'est-à-dire que je regarde les lieux du dessin, les figures du dessin et les médias du dessin. Une deuxième partie du séminaire à l'intérieur de laquelle j'extrais le dessin de la seule emprise des historiens d'art, qui ont tendance à la regarder à la manière d'un motif, d'un ornement ou d'un détail, malheureusement, et je le dis et je le revendique, pas comme Daniel Arras le considère, mais comme un facteur adjacent à un tout. Bien au contraire, j'installe et je place, je l'ai dit à l'instant, le dessin comme un objet historique plein et entier, fonctionnant selon des règles propres à un écosystème propre et singulier, et donc je le fais disputer par différents types d'intellectuels, des historiens d'art, des anthropologues, des philosophes, des psychiatres, des médecins, des psychanalystes, pour que la communauté transdisciplinaire véritablement s'empare du sujet pour regarder les codes, les traductions, les différents types de langage qui sont présents dans le dessin. Et puis, troisième partie du séminaire, donc mon invité. Alors on y est, mon invité aujourd'hui, c'est Gaspard Maître-Pierre, dont j'aime beaucoup le travail. Alors je ne suis pas là pour dire j'aime beaucoup ce que vous faites, mais je pourrais le dire parce que c'est ce que je crois. J'aime beaucoup le travail de Gaspard, que je connais depuis finalement assez peu de temps, mais qui m'intéresse énormément, et qui m'intéresse énormément dans la mesure où je le trouve, et je le crois, me semble-t-il, innervé par deux grandes questions qui me paraissent rectrices et au sujet desquelles j'ai envie de discuter avec lui ce matin. C'est la question des mythes et la question des monstres, c'est-à-dire je voudrais parler avec Gaspard des mythes monstrueux et des monstres mythiques, et voir si le chiasme fonctionne ou si c'est simplement de la rhétorique un peu facile. Je ne le crois pas. Alors peut-être d'abord en tête la question des mythes, et sur la question des mythes, j'avais envie un peu de façon séminale de poser les choses de la façon suivante, c'est-à-dire comment les mythes apprennent quoi, quels sont les usages et les fonctions des mythes. C'est ce que je pensais voir dans un temps 1. Et ensuite, dans un temps numéro 2, j'avais envie de voir les phénomènes d'activation et d'actualisation des mythes dans le contemporain, dans la mesure où il me semble que c'est la courbure utilisée
par Gaspard et que je la trouve précisément tout à fait intéressante. Ensuite, un mot des noces. Alors d'abord les mythes, usage et fonction, ou fonction et usage, ou qu'est-ce qu'ils nous disent et qu'est-ce qu'ils nous apprennent, et pourquoi est-ce qu'ils sont profonds, et pourquoi et comment c'est ce qu'on va voir, parce que là je déballe un peu tout sur la table, mais on va voir avec Gaspard si précisément ces idées-là innervent son travail de façon consciente ou inconsciente, ou est-ce que ces mythes et ces monstres peuplent son travail dans un impensé qu'il n'a pas forcément désigné lui-même ou dont il ne prend pas forcément conscience lui-même. Voilà, je déroule les choses de façon rhétorique et on va voir. Donc les mythes, usage et fonction, qu'est-ce que je veux dire? Des choses un peu basiques, mais c'est pas grave, ça permet toujours pareil, et ceux qui viennent à ce séminaire régulièrement le savent, de poser à la fois la tente épistémologique, historiographique, et après on peut se balader à l'intérieur de la tente et s'en servir ou pas, et casser les murs le cas échéant. Il me semble que élément fondateur de la mentalité antique, dont certaines résurgences ont perduré jusqu'à nos jours, on pourrait dire que le mythe, le concept mythe, recouvre une réalité très riche, mais qui est, je crois, assez complexe et assez difficile à cerner. En effet, à quoi est-ce qu'on reconnaît un mythe? Pardon pour les tautologies, et j'avance à la truelle, mais c'est pas grave. C'est pas un simple conte, car son contenu est reconnu comme vrai, bien que ne coïncidant pas à un récit historique. Ça, je crois que c'est tout à fait important, la question du conte, de la fable et du récit, c'est pas la même chose. Le mythe, il propose une relation, au sens de relater, une relation qui met en scène des héros et des dieux, qui met en scène les origines du monde et de l'homme, et le récit qui est rapporté, il personnalise en fait. C'est ça qui est tout à fait intéressant. On va parler de cette personnalisation, de cette personnification, cette question du persona et du masque qui me paraît très important dans le travail de Gaspard. Et le récit donc rapporté personnalise en un événement singulier une interrogation, une inquiétude ou un comportement commun à tous les hommes. Se pose alors le problème du pouvoir instructif et formateur des mythes. Un récit mythologique abuse-t-il, et j'utilise le terme à dessein, abuse-t-il la raison humaine? Son rôle n'est-il réduit qu'à faire accéder à une certaine forme simplifiée du savoir rationnel, ou bien est-ce que le pouvoir du mythe est plus large que celui-ci? Le nous, j'aime bien utiliser ce nous, c'est-à-dire nous tous, la communauté, le collectif. Le nous à qui s'adressent les mythes prend donc différentes acceptions. Je voudrais dire ici, en fait, en un mot, que les mythes, comme récits des origines, il me semble qu'ils sont une manière de réponse à la fois aux attentes intellectuelles et aussi aux attentes spirituelles de l'homme. Je voudrais dire ensuite, peut-être c'est le développement que je vais suivre, ce sera peut-être un peu spécieux, on verra. Ensuite, je voudrais souligner la fonction représentative et esthétique du mythe, qui concrétise en fait l'abstrait, à la fois par le symbole et l'allégorie, et il me semble que l'allégorie est très présente aussi dans le travail de Gaspard. Enfin, je voudrais savoir si le mythe ne fait pas parvenir aux confins, aux limites, aux frontières, comme on voudra, d'un savoir absolu, et si ça n'a pas une manière de retentissement même, en fait, sur le statut du mythe en tant que tel. Il m'apparaît que le mythe peut se présenter sous un premier aspect, comme celui d'une cosmogonie, c'est-à-dire une théorie et une représentation de l'univers. Le mythe, j'ai le sentiment aussi qu'il revêt un caractère sacré, et qu'il tend à expliquer aux hommes, pour dire les choses là encore aussi à la truelle, le pourquoi et le comment du monde. Par exemple, les Grecs attribuaient à Gaïa, la terre divinisée, la paternité et la maternité du ciel, des montagnes et de la mer. Les éléments, d'une certaine manière, se seraient engendrés les uns les autres. Il y a une autre tradition qui est plus tardive, qui est la tradition judéo-chrétienne, qui, elle, attribue dans la Genèse la création et l'harmonisation de l'univers à la main d'un Dieu créateur tout-puissant, architecte suprême, on sait bien tout ça, et ici intervient la notion de pouvoir surnaturel. Et souvent, finalement, en renvoyant à un temps primordial, à un temps premier, de façon intransitive, le mythe n'a pas une fonction de folklore, mais bien au contraire un rôle d'explication, voire d'explicitation des origines. Le mythe, en fait, en témoignant de la présence du sacré, du surnaturel et d'énigmatique, et là je m'appuie beaucoup sur tout ce que Roger Caillois a dit tout à fait admirable sur la question, devient dans bien des cas une théogonie. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'il se veut d'être un récit qui explique la naissance des dieux et qui présente leur généalogie. Le mythe, en fait, on pourrait dire qu'il enseigne quelque chose de fabuleux, qui est en lui-même pas attesté historiquement, mais qui correspond, pourrait-on dire, à un certain nombre d'aspirations humaines au sacré. Ainsi, le récit théogonique suppose-t-il une société religieuse. Sans exposer rien de scientifique ou de démontrable, il permet à l'homme, en définitive, de cerner, plus ou moins douloureusement d'ailleurs, sa situation propre au sein du cosmos. Le mythe de Prométhée, bon, on le connaît par cœur, à quoi ça sert? Ça veut enseigner à l'homme qu'il ne peut échapper à la puissance de Zeus. Grâce à ce mythe, en fait, les anciens essayaient de s'expliquer la fatalité du fatum, du destin qui les frappait. De la sorte, c'est leur propre statut qui est défini. La condition humaine implique un mélange de mots MAUX et de biens toujours indissolublement liés. Cependant, et là je m'appuie cette fois-ci à la fois sur les travaux de Jean-Pierre Vernant et sur les travaux de Paul Venn, les Grecs croyaient-ils à leur mythe et les hommes de l'Antiquité faisaient-ils réellement la morale dispensée dans les récits mythologiques? Il me semble qu'en nous posant ce problème, on reste bien au cœur du sujet, c'est-à-dire essayer de comprendre quel est le pouvoir didactique des mythes. Je poursuis. Le récit mythique, qu'est-ce qu'il fait? Il accumule en fait des faits, un certain nombre de faits qui sont souvent extraordinaires, au sens premier du terme, qui sont incroyables à l'époque moderne. Néanmoins, il faut se garder, on est d'accord, de confondre le mythe avec une fable, je le disais tout à l'heure, qui n'institue rien, ni dans le récit, ni dans l'action, tout autant que de l'amalgamer au récit romanesque. Bien qu'il ignore la logique et la rationalité scientifique, le mythe, lui, il a une sorte d'aura de vérité. Cette question d'aura de vérité, elle est belle et elle traverse aussi le travail de Gaspard et elle le rend beau aussi. Le mythe a une aura de vérité auprès des communautés et des peuples auxquels il s'adresse. Il assure une sorte de cohésion sociale, ça c'est Lévi-Strauss qui l'a bien montré, c'est-à-dire qu'il confère une manière de sentiment d'appartenance à la même catégorie, celle des humains mortels et soumis au bon vouloir des dieux. Le mythe, en fait, il va même jusqu'à prendre, me semble-t-il, une valeur paradigmatique, puisqu'il se charge d'un poids de vérité, d'où découle toute une série de lois morales pratiques. Par son aspect fabuleux, et non pas affabulateur, c'est important de le dire, le mythos, le mythe, exprime le sacré, le divin, et il entretient des rapports étroits avec la religion. Le mythe prend donc valeur d'un véritable enseignement théologique, toujours Vernant. Le mythe devient un modèle et une norme qui servent à examiner et à juger les actes humains. Mais pour nous, au XXIe siècle, croyants ou pas, la question que je me pose, et c'est la question que je vais poser aussi à Gaspard, et dans son impensé et en conscience, que reste-t-il de cette fonction affectée et désignée au mythe? Plus qu'explication, que tentative de rendre le monde intelligible, que quasi-règle morale, le mythe ne peut-il pas s'identifier à une sorte de concrétisation d'enseignements abstraits, à une forme pédagogique et esthétique qui permettrait une approche différente de notions et de concepts complexes? Ainsi, le mythe se rapproche-t-il définitivement, me semble-t-il, moi c'est ce que je pense, d'un mode de pensée rationnel? Les mythes platoniciens, genre l'allégorie de la caverne, etc., en fournissent, je crois, un exemple type. Grâce à un réseau de comparaisons et d'allégories qui sont empruntées au monde sensible, Platon, par exemple, explique des réalités intellectuelles et suprasensibles. Dès lors, le mythe, par sa symbolique et sous une forme figurée, exprime, et c'est tout à fait important, tout à fait intéressant, la même vérité que le logos, et n'en serait précisément que le premier balbutiement, toujours selon l'expression de Jean-Pierre Vernant. Le mythe n'est-il pas alors réduit, absorbé, dans une sorte de récit philosophique? Ne perd-il pas sa spécificité constitutive? Je me pose cette question et on va en parler avec Gaspard. C'est le problème qui s'adresse à un nous, cette fois-ci un autre nous, qui serait à comprendre, me semble-t-il, dans le sens de nous qui essayons de penser, nous qui essayons de faire de la philosophie sur la question des mythes. Le mythe, en fait, a un univers extrêmement riche, mais il traite de la façon... d'une façon finalement assez différente de la philosophie en tant que telle. C'est-à-dire comment penser le mythe philosophiquement sans le réduire. C'est vrai que c'est pas simple. Je réfléchissais à ça hier soir, je me disais, c'est pas simple. Le mythos, il a une dimension, on va dire, esthétique, dramatique, merveilleuse aussi. J'aime bien cette notion de merveilleuse, il y a beaucoup de merveilleux dans ton travail aussi, qui s'oppose à la rationalité démonstrative du logos. Comment donc résoudre
une contradiction, enfin une tension, un oxymore comme on voudra, entre le mythos et le logos, sans opérer la dissolution du mythos. Le mythe, sans entrer dans le cadre du discours rationnel, il rend abordables des réalités et des concepts qui sont difficilement intelligibles. Il possède donc bien, c'est tout à fait intéressant, un rôle, une fonction pédagogique et heuristique. De plus, comment expliquer autrement l'impact que possède encore aujourd'hui, là, non tout de suite, certains mythes. Car le mythe, et c'est ça qui est tout à fait intéressant, et c'est pour ça que le travail contemporain, ultra-contemporain de Gaspard est tout à fait intéressant, le mythe survit, même si on est bien d'accord que sa charge affective et morale a moins de poids, pourrait-on dire encore, aurait moins de poids. C'est donc que les mythes, me semble-t-il, dépassant l'antinomie mythos-logos, ont un rôle beaucoup plus important que certains voudraient essayer de le faire croire. Il faut donc définir par quels moyens et au nom de quoi le mythe a survécu. C'est constamment renouvelé, ça c'est tout à fait intéressant, c'est-à-dire que non seulement c'est survivance, mais c'est renouvellement, réactualisation, et le travail de Gaspard Maître-Pierre le montre, et a étendu son emprise sur l'homme. Le nous cette fois-ci, le nous du « que nous apprennent les mythes » est pris désormais au sens de nous, les héritiers de l'esprit scientifique et rationaliste. C'est est-ce que des historiens peuvent croire aux mythes? C'est la question que je me suis posée hier soir, je me suis dit, bon oui, ça ne me gêne pas du tout. Comment en effet le mythe a-t-il encore le pouvoir de nous toucher? Or précisément, le mythe est mythe parce que par-delà les siècles, au-delà des siècles, de façon diachronique, il touche, et pardon pour les portes ouvertes, il touche au plus profond de la sensibilité et de la conscience individuelle. Il exerce sur moi, sur vous, je pense, une emprise sur nous tous. On reçoit le mythe et je crois qu'on accepte de façon consciente ou non, mais consciente oui, le mythe. Le mythe d'Oedipe, par exemple, n'a jamais cessé de vivre dans l'imaginaire collectif jusqu'à nos jours. Les multiples productions littéraires qu'il a suscitées, Corneille, Cocteau, Gide, en fournissent une preuve littéraire s'il en est besoin. Surtout, le mythe a survécu et il a résisté. Cette notion de résistance, j'y viens dans un instant, il a résisté aux interprétations scientifiques et à l'essor de la pensée rationaliste. Et le mythe s'est transformé. À la fin du XIXe siècle, Freud a vu dans la destinée d'Oedipe une image et un paradigme du fonctionnement intime de la personne humaine, on sait bien. Le mythe d'Oedipe est ainsi, d'une certaine manière, et c'est intéressant, comme revivifié dans la psychanalyse, et il peut bien sûr donc éventuellement nous éclairer sur les motifs, on dirait, les plus mystérieux, les plus intimes, les plus troublants de certaines de nos actions, de certains de nos agissements. On peut dépasser l'approche anthropologique du mythe et on peut aller cette fois-ci du côté de chez Kant avec une interprétation du phénomène qui permet d'élargir les perspectives. En effet, le mythe, au lieu d'être réduit à une simple étape préparatoire à la connaissance rationnelle et logique, assume pleinement son rôle figuratif. Cette notion de rôle figuratif, c'est très intéressant, ça innerve tout le travail de Gaspard. Le mythe, bien que condamné en tant que métaphysique implicite, et là je renvoie à Ricoeur, nous amène finalement aux confins des limites de la raison, en montrant un peu aussi à la truelle le bien et le mal, les frontières toujours incertaines. Le mythe permet finalement à la liberté humaine de s'exercer dans son entièreté. Et cette symbolisation, en rendant sensible une loi morale, permet précisément à l'individu, à chaque individu, à l'homme, à la femme, la pratique personnelle qu'il a de sa propre liberté. Alors, est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin quand même et dire que la représentation véhiculée par le mythe est une préfiguration du concept? Le mythe, en fait, loin d'induire la raison de l'homme en erreur ou de la disperser par des récits fabuleux, j'aime bien cette notion de récit fabuleux, on va en parler tout de suite, parfois taxé de mensonger, ferait accéder en fait à un degré important et capital du savoir humain. C'est avec Hegel qu'une telle idée s'affirme peu à peu, puisque Hegel établit, si vous l'avez bien à l'esprit, une différence de degré entre philosophie et religion. La religion, en fait, en reste au niveau et au domaine des représentations, quand la philosophie, elle, accède véritablement à la question du concept. Eh bien, le mythe, me semble-t-il, est tout à fait lié aux représentations religieuses. Or, le mode de représentation mythologique peut-il se dépasser pour nous faire accéder à un savoir plus pur? Ça, c'est une question que je pose. Ces symboles et représentations naturelles doivent en effet s'effacer et se dissoudre vers le concept. Je cite Hegel, « Le symbole est une représentation mourante en marche vers le concept. » C'est-à-dire que Hegel reconnaît bien, donc en un sens, une intention signifiante au mythe. Mais ici, une fois encore, le mythe ne perd-il pas sa définition, peut-être même son essence?
Par le fait même de reconnaître au mythe une large valeur et un rôle prépondérant dans l'accession au savoir sûr et absolu, est-ce qu'on ne consacre pas précisément sa mort? Je renvoie à Nietzsche là-dessus, c'est tout à fait intéressant. En examinant le problème du mythe d'un point de vue philosophique, il y a plusieurs questions, me semble-t-il, qui surgissent là ici tout de suite. Est-ce qu'il faut rejeter les mythes comme récits fabuleux et comme paroles éventuellement mystificatrices? Les mythes sont-ils encore recevables de nos jours à la lumière des nouvelles données rationnelles et scientifiques? Oui, bien sûr. Les mythes peuvent-ils entrer dans le cadre d'une pensée philosophique sans s'y dissoudre? Ça, c'est ce qui me paraît tout à fait intéressant. Deuxième point sur les mythes, que je t'inquiète pas, je te donne la parole tout de suite, mais ça me paraît important de poser tout ça en tête. Point 2, toujours sur les mythes, c'est pourquoi est-ce qu'il est intéressant de comprendre d'un point de vue historique et historien pourquoi les mythes ont été réactivés pendant le second conflit mondial, pourquoi ça a été extraordinairement important et comment cette espèce de résurrection, j'emploie le terme à dessein, pendant l'occupation a permis, post-50, finalement, une réinstallation contemporaine du mythe dans la société et dans l'hyper-contemporain. Donc là, je voudrais développer peut-être 2 points. Pourquoi le retour des mythes aux entours de 40 et deuxièmement, puissance et intérêt du mythe. Le retour du mythe. Le retour du mythe, c'est une chose qui est tout à fait intéressante. Et je me suis dit, en préparant la séance de ce matin, le travail de Gaspard est un travail plastique, bien sûr, et aussi un travail très théâtral, très théâtralisé. Et donc réfléchir à la question du mythe dans le théâtre m'est apparu comme étant une chose qui était tout à fait intéressante dans la mesure où je qualifierais bien, mais tu m'enverras au tapis si c'est pas ça, je qualifierais bien ton travail comme un travail, je le répète, très théâtral et ou théâtralisé, tu me diras. Donc la question du théâtre est importante. Ce qui est intéressant, c'est que le retour des mythes antiques donc vient réinnerver, se réinstaller de façon extraordinairement majeure. On le sait très bien dans la première moitié du XXe siècle et plus encore évidemment à partir de 1920 et jusqu'en 1945, puisque les mythes montrent leur capacité en fait à susciter la réflexion et l'émotion tragique, et ils appellent le merveilleux poétique dans des moments d'extrême dureté, d'extrême violence. Cette question-là, elle est peut-être vue, revue et re-revue. Il m'apparaît quand même que c'est pas idiot de le redire ici, maintenant, et à l'occasion du travail de Gaspard. Le mythe, effectivement, peut être considéré comme étant un écho de l'actualité. Il n'est pas du tout indifférent, et là aussi, j'ai pas peur des portes ouvertes, de dire que le retour des mythes antiques se produit pendant l'entre-deux-guerres et pendant l'occupation. Pourquoi? Parce que l'espoir d'une paix durable que soulève la victoire de 18 s'amenuise au fur et à mesure que s'installent en Europe les dictatures fascistes. Ok, on est au courant. Premier point sur lequel je voudrais développer, sur lequel je voudrais m'arrêter, et Gaspard, tu me diras si je me trompe. Le mythe comme expression des craintes contemporaines. Évidemment, c'est tellement... J'ai revu ça cette semaine, c'est tellement évident. La montée des périls inscrit de nouveau le tragique à l'ordre du jour. Pas très difficile de le comprendre. Par le biais, en fait, d'une modernisation de son écriture, et c'est cette question de la modernisation de l'écriture, de la modernisation du graphe, de la modernisation du trait, d'une antiquité chez Gaspard qui m'intéresse, par le biais d'une modernisation de son écriture, le mythe concentre et exprime toutes les angoisses qui naissent de l'actualité. C'est-à-dire que les dramaturges, sous l'occupation notamment et un peu avant, s'en servent, je dirais, un peu comme des paraboles historiques. C'est-à-dire qu'à travers la fable millénaire, transparaissent les inquiétudes du présent. Exemple, la guerre de Troie n'aura pas lieu. En dépit de ce titre, on a bien compris que depuis Homère, et Giraudoux le premier, que la guerre de Troie a bien eu lieu, mais par ce titre provocateur, qu'est-ce que dit Giraudoux? Giraudoux dit à la fois et au même instant et de façon conjointe, à la fois ses espoirs, mais aussi ses appréhensions. Donc le mythe, il fonctionne un peu aussi comme un signal d'alarme, hein, et ça me paraît tout à fait intéressant. Deuxièmement, la question du mythe comme masque pour déjouer la censure. La question du masque, hein, je l'ai dit tout à l'heure, masque, personne, personnage, persona, étymologie, tout à fait intéressante. Le mythe, effectivement, il apparaît comme un moyen de déjouer la censure. Pourquoi? Là aussi, allez hop, on y va. Parce qu'il renvoie par définition à des temps anciens, il semble intemporel et désuet sans rapport avec le présent. Donc, allez, on peut y aller en 43-44, pas de problème. Et on est bien d'accord pour dire que le climat de la ville d'Argos, dépeint dans Les Mouches, ou la cité de Thèbes dans Antigone, tout ça, ça convoque des mythes antiques
pour dénoncer évidemment des violences actuelles et ultra contemporaines. La question du mythe comme source de réflexion et d'émotions tragiques, ça c'est beau, et moi j'ai vu ça dans ton travail, Gaspard. Dans les mythes, il y a quelque chose qui est exactement contraire à ce en quoi je crois, et je crois que justement les poser, ça permet de l'évacuer, et liberté grande après. Dans les mythes, tout est fait à l'avance. Les jeux sont faits à l'avance sans absolument possibilité aucune de modifier la donne fondamentale. Hein. Antigone doit mourir, Oedipe doit tuer son père et la guerre de Troie doit avoir lieu, ok. Sauf sur des points secondaires ou marginaux, en fait le dramaturge se trouve, et ça c'est intéressant, il est libéré du souci d'inventer une intrigue, puisqu'on la connaît déjà, l'intrigue. Donc, son attention peut se concentrer sur le sens qu'il entend donner précisément au mythe qu'il décide de reprendre dans une actualité, dans un contemporain extrême. C'est-à-dire que l'intrigue est prétextuelle, puisqu'on la connaît un tout petit peu, et qu'il décide uniquement de se concentrer sur le langage et sur le sens, je le répète, qu'il donne à la reconvocation contemporaine du mythe. Donc, se substituant à la fatalité antique, le mythe provoque une sorte d'intense émotion tragique, et c'est très beau, et ton travail est mythique et aussi extraordinairement tragique. Le mythe a valeur aussi de stimulant de l'esprit. Je veux dire, le mythe interroge, encore heureux d'ailleurs. Bon, les questions les plus graves et les plus universelles sont posées à travers un mythe. Je vois ça aussi dans ton travail, le destin et le temps, l'aliénation et la liberté. Le mythe fonctionne aussi comme substitut de la fatalité. Je ne développe pas, c'est pas la peine. Donc tout ça me paraissait intéressant à mettre en tête. Concernant la puissance et l'intérêt du mythe, il y a la question de la sollicitation de l'imagination et de la sensibilité. C'est-à-dire que même si on ne croit pas en son caractère sacré, le mythe soulève des interrogations qui contraignent l'esprit à s'aventurer dans un ailleurs tout à fait énigmatique. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça rend terriblement heureux. Le mythe, c'est un appel à la réflexion. Pourquoi ? Parce que le mythe, il stimule la réflexion de nous tous. Il décrit, il analyse des situations qui ont existé, qui existent aujourd'hui, qui peuvent encore exister, mais sans jamais formuler à leur propos de jugement. C'est beau ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le jugement, on est simplement dans l'exposition d'un donné au sens kantien du terme. Son but n'est pas de fournir des réponses toutes faites, mais le but du mythe est d'inciter à rechercher quel type de réponse éventuellement pourrait être apportée. Le mythe est un outil de connaissance, j'avance. Ses échos historiques et politiques, bien évidemment, les différentes versions d'un mythe sont inséparables de leur contexte social. Quel serait en effet l'intérêt d'en imaginer une nouvelle version si elle devait être strictement semblable à celles qui l'ont précédée? Donc, la continuité narrative ne se justifie que par ses innovations permanentes. Le mythe, c'est affaire avant tout d'imagination et d'invention. Ce qui est intéressant, c'est l'adaptation du mythe à un état donné de la société. Question aussi des mythes, c'est psychanalyse et connaissance de soi. Les mythes sont des outils fouilleurs, des foreuses, hein, pour comprendre à l'intérieur de nous-mêmes ce que nous sommes. Je revois à Freud. Donc Gaspard, je postule que ton travaille précisément en conscience ou dans ton impensé artistique le statut, les usages et les fonctions du mythe. Point 2, à cette introduction, la question du monstre. La question du monstre, c'est une belle question et j'avais envie de la présenter sous la formule suivante. Est-ce que le monstre est une représentation de l'indicible et est-ce qu'il est en même temps un prétexte à la créativité? Moi, je pense que dans ton travail, il y a de ça. Peut-être 2 points. Un point 1 qui serait la fonction-monstre et deuxième point, les fonctions de quelques paradigmes monstrueux dans les arts plastiques, dans la littérature et dans le cinéma. D'abord, la fonction monstre. La fonction monstre, le monstre d'abord, je dirais qu'il est tout à fait intéressant parce qu'il structure l'imaginaire et qu'il permet d'abord de revenir sur le rapport entre monstre et héros. En fait, dès les premières figures antiques, le monstre n'est jamais seul, hein, il est toujours opposé ou accolé, ou en tout cas mis en attelage avec un héros qui a une vertu fondatrice. Parce qu'il y a beaucoup de monde. Thésée qui marche avec le Minotaure, Héraclès et avec l'hydre de Lerne. De là à penser que le monstre n'existe que pour faire opposition au héros, il n'y a finalement qu'un pas. C'est-à-dire que le monstre, il peut être assimilé à une fonction. Son but, c'est quoi? C'est
il a finalement en charge de symboliser certains éléments négatifs que le héros mythique fondateur doit expulser du monde, pour rétablir ou pour épurer le cosmos, univers ordonné dans l'univers gréco-latin, ou bien pour purifier ou pour sanctifier du démon le monde dans la conception chrétienne, où les chevaliers reproduisent la geste sacrée de Saint-Michel par exemple. Donc la fonction du monstre, elle est aussi de ce fait une fonction narrative, c'est-à-dire que le monstre, il est l'élément perturbateur majeur. Il est l'obstacle à la réalisation ou au retour à un état initial d'ordre et d'harmonie. Le tuer le monstre, est donc tout à fait indispensable dans une mécanique qui est aussi celle de la diégèse. Deuxième point sur lequel je voudrais insister, monstre et initiation, l'hypothèse mythologique. Teratos comme monstrum, ça signifie prodige, avertissement, signe divin. C'est un sens qui reste toujours très présent dans les figures monstrueuses, qu'elles soient antiques, médiévales, modernes ou contemporaines. De manière plus approfondie, on peut dire que la fonction métaphysique du monstre a notamment été mise en lumière par l'histoire d'un légion comparée. Créature terrible, souvent immense et informe, proche de l'élément liquide, donc reptilienne, poulpienne ou serpentine, le monstre primordial, le monstre premier, symbolise d'une certaine manière le chaos originel. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a un héros fondateur qui le tue, il dépèce son corps, et dans certaines légendes, ça permet de manière primitive à ce que le monde, de cette manière-là, se crée. Et là, je reviens à Roger Caillois, qui cite les rites d'initiation de certaines sociétés autrefois dites primitives, où le passage à l'état adulte impliquait précisément l'enfermement de l'adolescent dans une hutte hermétique qui symbolisait le ventre du monstre primordial, dont un héros mythique avait jadis jailli par la force, riche d'un savoir à la fois pratique, sexualité, agriculture, cosmologie et spirituel, sens et fonctionnement du monde. Donc, il y a une connexion intime, me semble-t-il, entre monstre, sexualité, ordre et fondation du monde dans les mythes monstrueux. Le triomphe sur le monstre par un héros essentiellement masculin symbolise la victoire de celui-ci sur une sauvagerie incontrôlable qu'il peut domestiquer et socialiser dans la sexualité du couple. Or, la femme, princesse en général, c'est-à-dire version sublimée de son sexe, est la récompense du chevalier monstricide. Le monstre primordial, il symbolise aussi la confusion originelle, parfois hermaphrodite, doté de tentacules phalliques et d'attributs plus féminins, souvent indistincts au plan sexuel, issu de l'eau, mais capable de voler ou de ramper, il contredit et contrarie la séparation des éléments. Un troisième petit mot sur monstre et introspection, l'hypothèse psychanalytique qui me paraît tout à fait intéressante. Le monstre, en fait, ça ouvre un champ infini d'hypothèses sexuelles aussi parce qu'il incarne toujours et d'abord l'excès, la vitalité, l'interdit, la sauvagerie proscrite par la société et via le chimérisme, la confusion proscrite dans le concept civilisateur qu'on a hérité des Grecs et des Romains. Hermaphroditisme, pratiques inavouables, fusion d'attributs masculins et féminins qui invitent au mélange des corps, tout comme son propre corps est une chimère, le monstre symbolise des orgies et des contacts impurs que les écrivains, les peintres ou les cinéastes se plaisent à évoquer dans le même instant avec horreur et délice, délice et horreur. Je voudrais parler de quelques métamorphoses qui me paraissent tout à fait intéressantes. Parce que je voudrais savoir si tu as pensé à ces figures de monstres. La plupart des figures monstrueuses, y compris les créations contemporaines dans les jeux vidéo ou dans certains films trash, peuvent être, me semble-t-il, remontées à un grand ancêtre, une figure archétypale et paradigmatique qui contient finalement déjà l'essentiel des attributs et des fonctions du monstre que l'on examine sous forme écrite ou sous forme imagée. Il y a une typologie que j'ai retrouvée chez Jean-Pierre Vernant qui me paraît intéressante. Il y a d'abord des créatures tentaculaires et serpentines. Alors, liées à l'élément aquatique, ces créatures serpentines et tentaculaires, épouvantables je trouve, constituent les monstres les plus anciens. Pieuvres et serpents. Dans l'Antiquité gréco-latine, le monstre serpentin ou tentaculaire est associé à la primordialité, à travers l'hydre de Lerne, les géants, les gorgones, etc. Et il y a vraiment une dimension érotique de toutes ces créatures anguilliformes ou tentaculaires. Tout ça est souligné par Roger Caillois, j'en ai parlé tout à l'heure. Allez, l'Odyssée, Ovide, les Métamorphoses, Wells, La guerre des mondes, Victor Hugo, Les travailleurs de la mer, Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers. Et du côté du cinéma, je repensais à Independence Day qui me paraissait tout à fait intéressant là-dessus. Deuxième type de monstres, les monstres dévorants et les monstres géants. Alors celui-ci, ces monstres-là, ils sont plus serpentins ou poulpeux, ils sont un peu dégoûtants aussi. C'est les monstres dévorants qui, je crois,
là, pour être un peu freudienne, voire jungienne, ça matérialise de façon encore plus explosive, j'ai l'impression, les pulsions orales, sadiques ou exploratrices. En cela, ce monstre-là coïncide vraiment avec ce qu'il y a chez nous de l'ordre de la peur du loup, hein, chez le petit enfant. Il fait très très peur, c'est un peu la bête du Gévaudan. Hein. La peur de la voration, elle est tout à fait intéressante. Hein. Cette pulsion de voration, elle traverse beaucoup d'œuvres littéraires, on la voit bien sûr beaucoup chez Zola avec son Voreux. Cette peur de la voration, c'est aussi une peur du morcellement de l'individu, hein, lecture sexuelle aisée encore, et donc de sa castration. Cette fonction de voration, elle permet d'analyser tous les textes, me semble-t-il, de manière diachronique, de façon tout à fait intéressante. Et donc là, je reviens encore à l'Odyssée, aux Mille et une nuits, bien sûr, et notamment à Simbad. Je pense bien sûr au tableau de Jérôme Bosch ou de Bruegel. Je pense aux contes atroces qu'on devrait interdire de Perrault, notamment Le Petit Pousset, qui est une épouvante absolue, qu'il ne faudrait jamais lire. Je pense au Voyage de Gulliver, à Gargantua. Je pense aussi à un certain nombre de films, évidemment Elephant Man ou Alien. Troisième type de monstre, c'est les hommes qui sont dotés d'attributs d'animaux. Alors là, c'est un peu étrange aussi. Cette tératologie, hein, au sens qu'elle prend à la fin du XIXe siècle, donc science des aberrations et des anomalies, elle est davantage sollicitée par cette figure hein, qui se scinde en fait en deux groupes. Il y a les hommes dont la bestialité est un signe de bassesse ou de régression morale, et il y a les hommes pour qui l'animalité est un handicap qui sert au contraire de révélateur de la bassesse, de la monstruosité intérieure des autres hommes. La première approche, elle est illustrée par Stevenson et par Wells. L'autre, elle est illustrée par Quasimodo chez Hugo, ou bien encore par Elephant Man de Lynch, ou bien encore chez Kafka dans La Métamorphose, ou bien encore dans King Kong de Peter Jackson. C'est tout à fait intéressant. Le premier traitement pose le problème de l'inconscient, de l'animalité résiduelle en l'homme, et l'autre interroge cette même animalité, mais d'après un axe philosophique, éthique et culturel tout à fait différent, qui est celui du regard posé sur l'autre, du regard qui est posé sur le différent. Donc là, je pense à Dr. Jekyll and Mr. Hyde, l'île Dr. Moreau, Notre-Dame de Paris, et donc Elephant Man, j'en ai parlé, et je revoyais, en faisant un effort énorme sur moi-même, parce que je trouve que c'est un film répugnant mais très intéressant, La Mouche de Cronenberg, avec vraiment la séquence où le personnage qui est joué par Jeff Goldblum explique que la part de la mouche gagne en lui et que l'insecte n'a pas de politique et ignore la sociabilité. C'est quelque chose qui fait écho aussi aux propos de Stevenson. Alors voilà ce que je voulais un petit peu dire en tête de séance, et maintenant c'est Gaspard qui va travailler un peu. Gaspard, en relisant un texte qui a été fait par ton amie Inès, c'est toi, tu soulignais, Inès, dans le travail de Gaspard, et ce sont bien des choses que je voyais aussi, le caractère sombre mais dans le scintillement, la question des mythes, des ruines, la question de la bête, la question de la feuille d'or et la question de l'histoire. Donc la question et le dialogue que je voudrais qu'on engage maintenant, où je vais commencer un peu par baisser d'un ton et c'est toi qui vas parler, c'est comment est-ce que les mythes et les monstres peuplent, hantent et traversent ton travail, et peut-être 3 grandes barres de questions, et après tu fais comme tu veux. D'abord, comment est-ce que tu contemporanéises le mythe monstrueux ou les monstres mythiques? Deuxièmement, et c'est ça que j'aime dans ton travail, comment est-ce que tu les fragilises aussi en les inscrivant dans une quotidienneté qui noue des âmes, parce que tu montres dans ton travail des peuples, des cohortes de créatures effrayantes, et l'instant d'après, on a envie de les serrer contre son cœur pour les guérir par l'amour, par la bonté, par la réassurance. Donc ce sont des monstres très gentils ou des monstres très émouvants. Et moi, c'est pour ça que j'aime ces monstres. Ils me font peur une seconde, mais j'ai sitôt envie de devenir leur ami. Troisième question, qui est tout à fait aussi intéressante, c'est l'historicisation de ton travail. C'est-à-dire qu'il y a constamment, peuplant le ciel de tes œuvres, des fragments de littérature latine. Et on pourrait voir là-dedans une manière de pédanterie pour jouer au savant. Pas du tout. Il n'y a pas du tout de recherche des faits. Il y a surtout la monstration de l'immensité de ta culture qui est véritablement imprégnée des humanités. Et c'est ça qui fait de ton travail un travail très singulier,
très beau, très historique, très étonnant, dérangeant, mais très étonnant. Voilà. Comment est-ce que les mythes et comment est-ce que les monstres se sont mis à venir peupler ton travail? Pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés comme ça d'un coup d'un seul? À quel moment? À quelle occasion? Est-ce qu'il y a une lecture fondatrice? Est-ce qu'il y a une vision dans un livre d'images, dans un cauchemar, dans une visite au musée? Que sais-je? Une discussion où tu aurais vu un monstre et ensuite c'est ce monstre, toujours le même et toujours différent, qu'on verrait dans ton travail. Je pense que quand on lance, il y a toujours une histoire de départ. Je pense que moi ça avait commencé tout petit avec le monstre du Loch Ness et c'était une jolie légende sur ce. Je crois que ça a été le tout premier point de départ. C'était la première altérité avec comment dire. Pour une fois qu'un animal était différent, on savait peu de choses dessus, il y avait quelque chose d'ancestral, il y avait quelque chose, c'était aussi une chimère, il était censé avoir une tête de cheval, il était censé être dans l'eau. Et je crois que déjà l'idée, visuellement, je m'en faisais une représentation, il y avait un mythe comme quoi il pouvait habiter sous le château, donc je crois que déjà, il y avait, en fait, sans que je me rende compte, il y avait déjà dans ce mythe les bases de ce qui me séduirait après plus tard et ce que je garderai après au long terme dans mon travail, qui était une base de vérité, une base de poésie, et en même temps cette volonté vraiment un jour qu'on réponde aux petits garçons, qu'on lui réponde si oui ou non ce monstre existait ou pas. Est-ce que ça te chagrinait de ne pas savoir, ou au contraire ça me chagrinait terriblement de ne pas savoir. On me répondait à toutes mes questions et on me disait oui ou non, et à cette question on ne voulait pas m'y répondre, et du coup je m'étais juré qu'un jour j'aurais la réponse. Donc je pense que ça m'a offert un cheminement je crois que ça m'a amené une forme d'entêtement, de me dire que je voulais un jour avoir d'une certaine façon des réponses et des éléments par rapport à ça. Voilà. C'est ce premier dessin, est-ce que tu peux dire à quel âge tu l'as dessiné, dans quelles circonstances, et où se trouvent les symboles, et pourquoi aussi c'est la forme graphique qui s'est imposée à toi, et pourquoi par exemple pas d'écrire des mots? Oui. Pourquoi le graphe et pourquoi l'image? Alors au tout début, ça doit dater d'à peu près 2010. C'était au tout début, à l'époque j'avais un intérêt pour la publicité il y a très très longtemps, et en fait ce qui me parlait beaucoup, c'était le minimalisme de l'information qu'on y mettait. C'est-à-dire que la publicité avait cette utilité-là de dire il faut une information délivrée le plus facilement possible et qu'elle soit la plus séduisante possible. Donc il y avait déjà un rapport esthétique qui devait être un jour au service du sens que je voulais y mettre. Et c'était au tout début, j'avais commencé un petit peu des recherches sur les Vimanas en Inde, sur les châteaux volants, sur certains dragons qu'on voyait il y avait des glyphes comme ça un peu amérindiennes, on voyait des espèces de têtes de dragons. Ça a été le moment où j'ai commencé à les figurer, mais très factuellement en fait. C'était pas... Voilà, c'était déjà de m'en faire moi une représentation. Voilà. Ton protocole de travail, c'est celui dont tu réunis de la presse, des photos? Oui, et je vais ramasser surtout des planches. En fait, c'est-à-dire que là, il s'est trouvé que dans la rue, j'étais tombé sur un livre de mariage où la photo du marié avait été complètement rayée, et j'avais trouvé ça assez étonnant. Et c'est le moment en fait où je me suis mis d'abord à récupérer. Et c'était le premier objet avant que j'intervienne sur des planches. Mon premier support, ça a été celui-là. Donc c'est pour ça que tout d'abord, il y a eu au tout début, avant que ce soit un traitement sur des planches, puis ensuite après, ce sera des années plus tard sur des animaux, puis encore sur d'autres. Le tout premier support qui était accessible et qui me plaisait beaucoup parce qu'on n'avait pas le droit de toucher aux photos avec les doigts, c'était justement de pouvoir travailler sur des photos que j'avais trouvées. Donc ça a été le tout premier support qui permettait aussi de révéler la lumière et la couleur. Donc c'était mon... Voilà. C'était important, là tu viens d'utiliser 2 fois le mot trouver. Est-ce que c'était important l'idée de faire une trouvaille en allant fourrager dans la rue, sinon au milieu des poubelles, mais pourquoi pas? C'est-à-dire d'aller trouver le trésor dans la poubelle. Parce que en soi, c'est vrai que j'ai toujours eu du mal avec la feuille blanche, et voire même la toile blanche. L'idée c'était qu'il y ait même déjà en fait presque en soi les premières planches,
c'était vraiment en fait, bon alors ça j'avais un travail aussi sur de récupérer des vieux articles, un petit peu j'avais récupéré vraiment des détectives des années 50, enfin plein de journaux. C'est vrai qu'il y avait aussi... Non mais je te coupe là, des détectives c'est pas plein de journaux, c'est détective. Oui, est-ce que c'était le côté trash des détectives? C'était le côté trash et puis c'était surtout, non, en fait c'était pas du tout en termes d'information, c'était surtout au niveau du grain des objets que je trouvais. Exactement. Donc ça va être le grain de la planche que je vais trouver, le grain de... C'est vraiment en soi l'objet qui va... qui fabrique le processus. Exactement, et qui a déjà même en soi presque une valeur ajoutée. Il a été vieilli par le temps, un angle a été tapé, il y a un morceau de peinture qui a frotté à tel endroit. Donc en soi, il a déjà un bout de son patrimoine, exactement, voilà. Comment est-ce que tu procèdes à la métamorphose? Le temps de cette métamorphose, ton protocole de travail, c'est long, c'est lent, est-ce que c'est one shot? Est-ce qu'une fois que c'est fait, tu n'y touches plus et c'est sanctuarisé? Est-ce qu'au contraire, tu as des repentirs, des remords et tu reviens? J'ai expliqué tout ça. J'avais tenté de... Alors c'est des concepts qui me sont très personnels et je... C'est l'idée, voilà. Vas-y. En fait, je séquençais en fait mes processus. Je partais du principe déjà qu'il y avait ce que je venais de vous dire là, un phénomène d'intention, dans ce sens que, comme le scientifique, il y a la notion d'expérience et qu'il y avait cette notion de presque de singularité que retrouve le scientifique et que retrouve l'artiste. Mais c'est une singularité qui apparaît au travers de beaucoup de processus, mais c'est pas une science exacte. Il y avait cette notion d'expérience, il y avait cette notion de... Voilà, donc c'est ce que j'appelais un petit peu l'intention, les conditions nécessaires au tout début de l'œuvre, c'était de dire déjà de base comment on va se placer, est-ce que c'est une expérience qui va réussir ou est-ce que c'est une expérience... Mais est-ce que tu te poses cette question, on va dire, de la réussite ou de l'échec de l'expérience, ou est-ce que tu l'attends pas simplement de façon intransitive, genre je tente, j'y vais, c'est ça. Et so what? D'abord, il y a ce que j'appelais la répartition, il s'agit d'obtenir une somme de déséquilibre. C'est-à-dire que moi, de base, je tiens vraiment à fonctionner non pas de manière peut-être... trop astral, ou j'aimais bien cette idée que un tableau pour moi c'est quand même avant tout une somme de déséquilibre. S'il y a une certaine valeur un petit peu faible en bas à gauche, il faudra qu'elle la même mais en démultiplié en haut à droite. Tu casses l'idée de composition. Totalement. Et j'aime... Mais de façon, est-ce que tu dirais que c'est une intentionnalité politique qui est la tienne? Oui, c'est que je trouve que en fait la vraie symétrie, c'est la somme des asymétries plutôt qu'une symétrie un peu... Donc tu t'autorises au blanc, à tout casser, oui. À laisser des choses... voilà. Totalement, parce que je pars du principe aussi, c'est vrai que chaque geste a son utilité et qu'il y a aussi une notion de... peut-être que j'y viendrai après justement... Mais juste que j'essaye de comprendre bien, c'est parce que là, finalement, en discutant avec les uns et les autres à l'occasion de ce DVD, c'est ça dont je m'aperçois, c'est-à-dire que quelquefois, j'imagine des hyper-spontanéités chez les uns et les autres, et je m'aperçois que finalement, tout est cadré. Juste pour rebondir sur ce que tu viens de me dire, sur ces histoires d'asymétrie qui t'intéressent et de déséquilibre, est-ce que si, par exemple, tu te sens bien dans un équilibre, tu vas pas aller tout foutre par terre juste parce que tu veux du déséquilibre. Non. C'est-à-dire, est-ce que tu te laisses aller à casser ce protocole politique oui. du déséquilibre? Oui. Tu poses en amont, mais tu t'autorises à mettre une bombe gramscienne après dedans si ça te plaît Totalement. pas. En fait, ça sert un processus où, j'aime pas trop ce mot, mais presque un protocole en fait. Ça sert plus en fait un protocole artistique que je me suis fixé. Ça sert une construction en fait plus... un peu plus mythologique en fait, qui est en soi plus intéressante. J'essaie juste en fait de mettre en place un cadre qui soit plus agréable que un discours que je pourrais avoir ou une réflexion qui en soi serait peut-être, parce que je n'en ai pas les compétences et les qualités, beaucoup moins structurée que ne le serait au final ma peinture avec des couleurs. C'est un ensemble de protocoles qui se met de toute façon en place et qui sert mieux mes idées que je ne les expliquerai moi-même en fait. Est-ce que tu as envie de constituer des corpus? Est-ce que c'est une notion qui ne fait pas valeur et tu t'en fiches? Ou est-ce qu'au contraire tu as envie de créer des séries? Et donc comment est-ce qu'on passe d'un sanglier bleu, chabrolien, est devenu légendaire à ça? Oui, bien sûr, il y a un fil conducteur. Il y a un fil conducteur qui, pour moi, déjà, s'inscrit même pas en soi dans le propos contextualisé de l'œuvre après l'œuvre, mais plutôt comme un long déroulement d'une logique progressivement
dont je me saisis. Donc par rapport à la peinture au tout début, c'est sur une planche. Ensuite sur un animal, c'est de lui créer une coque pour lui faire apparaître la couleur dessus. Ensuite par rapport à une photo ou à une œuvre d'art qui m'a plu, c'est y réinjecter mon patrimoine, alors du coup avec de la feuille d'or, en le transformant en un extraterrestre, en changeant un petit peu son anatomie. Alors comment est-ce que par exemple un tableau comme celui-ci pourrait constituer une source d'explication sur les grandes statues de l'île de Pâques, qu'on continue toujours à absolument ne rien comprendre, malgré les différentes tentatives. Est-ce qu'il y a dans ton travail une volonté éventuellement d'explicitation, ou c'est simplement, tu attrapes le motif, je prends le terme exprès, le motif, l'ornement des personnages de l'île de Pâques, et tu les instaures dans ton univers à toi, ou est-ce qu'il y a une volonté d'explicitation? Non, tu les fais venir chez toi. C'est vraiment ça. Tu vas les chercher, tu les mets chez toi. C'est ça. Il y avait un jour même l'idée peut-être de me faire un Moët à moi qui aurait un chapeau étrusque, qui aurait des codes enfin voilà, c'est vrai que j'aimais bien cette idée de patchwork. Quand je parlais du rongo tout à l'heure, quand je parlais des symboles que je plaçais, notamment la rune en dessous, le rongo, par exemple, ce qui est passionnant, c'est que la façon dont ils vont représenter par exemple l'homme oiseau avec un bouclier, on retrouve un petit peu cette façon un petit peu en Y comme ça de dessiner au Pakistan, au Mohenjo-Daro. Il y a eu donc j'aime bien après, ce que j'essaie vraiment de dire, c'est que... c'est la fête. Mais je sais pas si c'est tout le temps la fête. C'est très compliqué, je sais pas comment raconter tout ça. Allez. L'idée c'est que en soi, ce que je pense, c'est que par exemple, il y avait cette actrice française à l'époque qui disait « Ce que vous aimez chez moi, c'est pas ma beauté, c'est la somme de mes défauts en fait ». Et je crois qu'en fait, ce qui parle le plus, bientôt avec la technologie évoluant 25 fois plus vite que nous, des intelligences artificielles reproduiront et feront bien mieux que moi des dessins comme ça. Je crois que c'est fondamental, c'est la somme des erreurs et l'intention que j'y mets dedans. C'est-à-dire que quand moi je veux dessiner un rap à nuit, c'est pas... j'y mets probablement peut-être beaucoup plus de... quand on parle de l'île de Pâques, ça ne me parle pas simplement d'une sculpture. Je crois que ça fait espérer en moi, peut-être des choses beaucoup plus grandes, beaucoup plus célestes, plus magiques, plus symboliques, peut-être plus mystiques, et que ça a un tel impact, je crois en fait, viscéralement, dans ce que je crois et dans comment je pense mon monde, qu'un simple personnage, si tant est qu'en fait Est-ce que c'est un personnage? C'est quoi? C'est un personnage qui vivait probablement de cette époque-là, qui aurait pu avoir une conversation avec moi sur des civilisations qui nous passionneraient peut-être tous les deux. Et comment est-ce qu'il s'est transféré ce patrimoine chez toi? Et je pense que là, tu utilises un mot important. Moi, j'aurais bien dit toujours, un peu obsédé par Stravinsky, mais j'aurais bien dit qu'il était mélancolique, comme la mélancolie de Stravinsky, et qu'il est nostalgique aussi. Oui. Il est mélancolique et nostalgique. Totalement, parce que c'est... je déteste le c'était mieux avant, mais en l'occurrence pour moi ce serait le cas par rapport à certaines très vieilles civilisations ou périodes de la Genèse où oui, il y avait des façons nettement, peut-être pour moi personnellement, plus intéressantes de représenter un homme, de représenter un arbuste, il y a des façons, il y a des représentations aussi qui ont été différentes et après c'est vrai que j'aime bien cette idée pas de patchwork mais d'accumulation d'ensemble de symboles et qui participent pour moi, quand on parle d'une mélancolie, oui, j'aime bien que ça dresse un tableau d'une forme de mélancolie que j'aurais en pensant à d'anciennes histoires, quand je vois quand je me raconte l'histoire de l'homme oiseau, quand il doit plonger dans l'eau, aller avec l'œuf dans la bouche et puis éviter les requins. Enfin, c'est vrai qu'il y a, il y a une forme de nostalgie. Et je pense que quelque part, j'en suis tellement imprégné et que ces périodes me manquent, ces périodes, j'aurais voulu les vivre, j'aurais voulu les voir. J'aimerais là aujourd'hui y habiter, je me sentirais peut-être plus en phase dans cette époque que dans la mienne. Et donc, alors c'est ça qui m'était difficile peut-être, c'est pour ça que j'ai autant bloqué, c'est que
oui, mais c'est totalement en fait inconscient. Alors là, c'est vraiment de l'ordre de l'affect, je pense. Moi, je vois que c'est un bestiaire, c'est un bestiaire imaginaire qui est très très référencé, que tu t'appliques à déréférencer. Oui. Voilà ce que tu nous montres, et c'est très beau, et je pense que tu t'es interdit de le théoriser. En fait, c'est un travail très éthérique et historique. Très intéressant. Il me reste à te remercier, à conclure, à dire qu'on va pénétrer dans la caverne d'Ali Baba très directement, puisque donc avec le lancement de cette revue TRO au mois de juin prochain, donc qui va s'appeler TRO, Revue d'art contemporain, de politique et de sciences sociales, j'offre donc une carte blanche à Gaspard. C'est une revue print dans laquelle seront reproduites 50 planches du travail de Gaspard, mais dans la mesure où la revue sera aussi numérique, on aura accès à l'intégralité de la caverne numérique de Gaspard. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous tous d'être venus. On se retrouve l'année prochaine. Et merci beaucoup. Merci à tous.